Grâce à l'Académie du Gros Son, je suis devenu un meilleur mixeur. Je vais vous expliquer ça. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald et je vous souhaite la bienvenue dans mon studio, le Noise Factory Studio, et la bienvenue dans l'Académie du Gros Son. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous trois petites techniques, trois petits éléments qui avaient changé dans ma façon de mixer cette année et qui ont amélioré grandement mes mix, qui m'ont fait vraiment évoluer en tant que mixeur. Avant de vous expliquer ces trois choses que j'ai changées dans ma façon de mixer, je vous invite à liker la vidéo si vous trouvez qu'elle est cool, à vous abonner à l'Académie du Gros Son, comme ça tous les mardis quand on sort une nouvelle vidéo, vous êtes prévenus. Et le truc le plus cool à faire encore, c'est d'aller sur l'académiedugrosson.com/bonus. Là, vous rentrez votre mail si vous n'êtes pas déjà membre de l'Académie du Gros Son. Et comme ça, vous recevrez plein de bonus gratuits. Il y a un guide d'achat pour votre home studio, il y a des plugins qui vous permettront d'appliquer peut-être certaines techniques dont je vais parler aujourd'hui, plugins gratuits que vous pouvez trouver sur le net, ou encore un guide des fréquences qui vous permet de trouver les fréquences intéressantes à travailler. C'est aussi en rapport avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc à la fin de la vidéo, ou même maintenant si vous voulez, mais alors vous revenez tout de suite après, n'hésitez pas à aller vous inscrire pour profiter de tout ça, voir aussi un petit peu tous les cours qu'on propose. On est en train de développer toute une gamme de cours pour vous aider à faire votre musique, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? En fait, cette année, donc là on est en 2023, on arrive à la fin de l'année, il y a trois choses fondamentales que j'ai changées dans ma façon de mixer, que je vais garder à mon avis jusqu'à la fin de ma carrière de mixeur, qui m'ont aidé à améliorer mes mix. Et alors, ce qui est assez fun, c'est que la plupart des choses se sont faites grâce à l'Académie du Gros Son. En fait, c'est grâce aux rencontres des gens qu'on a eu la chance de pouvoir interviewer, ou les cours qu'on a pu faire entre autres avec Lionel Capouillet. J'ai eu des petits déclics, des petits trucs, des choses que je connaissais, mais que je pouvais peut-être ne pas utiliser, ou je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être puissant. Pour moi, en tout cas, dans ma façon de mixer. Alors, la première chose qui a changé cette année, c'est l'utilisation de l'équalisation soustractive. Alors, de quoi il s'agit? L'équalisation, vous savez à quoi ça sert, c'est pour enlever, remettre des fréquences. Si vous ne savez pas, évidemment, on a des vidéos sur le sujet, sur l'équalisation, comment bien utiliser une EQ. Maintenant, je vais aller sur des choses qui sont peut-être un petit peu plus avancées. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à mettre en commentaire, on vous répondra là-dessus. Je ferme la parenthèse. Donc, l'équalisation soustractive, le principe qui, moi, me plaît énormément, c'est que c'est la première chose que je fais quand j'entends une source que je dois mixer. Je vais vous montrer à peu près concrètement de quoi je parle. Mais le concept, c'est que quand je dois mixer un élément, au moment d'arriver à cet élément, je l'écoute et je me rends compte, un peu avec l'expérience aussi, à force d'avoir fait ça souvent, que cet élément, il y a des choses qui ne sont pas bien équilibrées d'un point de vue fréquentiel, d'un point de vue spectral. Et mon ancien réflexe, en général, on se dit, tiens, ça manque de gras, donc je vais rajouter des basses, par exemple. Ou, tiens, c'est un peu étouffé, ça manque de définition, on va aller rajouter des aigus. Là, on booste des choses. Et en ayant fait le cours avec Lionel Capouillet, je me suis rendu compte que lui, son premier réflexe, en fait, c'est d'entendre tout ce qui gêne, qui est en réalité en trop. Et sa façon de rééquilibrer, c'est plutôt de se dire, tiens, c'est pas assez défini, ça manque d'aigus. En fait, c'est peut-être qu'il y a trop de choses dans les graves ou les médiums qui couvre un peu ça, et on se rend compte qu'en fait il y a beaucoup de fréquences qui gênent, des choses parfois des fréquences qu'on peut dire qui résonnent, qui sont vraiment embêtantes parce qu'elles sont trop proéminentes dans le son, ou des zones qui sont un petit peu trop chargées dans des fréquences dont on n'a pas besoin, souvent dans les aigus, dans les graves. Et donc le plus simple pour rééquilibrer ça, souvent, c'est plutôt d'enlever des choses plutôt que d'en rajouter. Le fait d'enlever, en général, crée de la place. Le fait de rajouter, crée plus facilement, remplit plus vite l'espace. Et donc, à force de faire ça sur toutes les sources, on peut très vite, si on a des mix un peu denses en termes de pistes, avoir des choses qui commencent à être remplies dans tous les sens. Quand on pense d'abord équalisation soustractive, on fait de la place et ça facilite grandement le fait d'intégrer tous les éléments les uns par rapport aux autres. Je vais vous montrer comment ça se passe concrètement dans un mix. Ici, à l'écran, j'ai un morceau sur lequel j'ai travaillé récemment qui s'appelle Armageddon et l'artiste s'appelle Noades. Ça sonne comme ceci, on va aller dans le refrain. C'est trop long, faut y aller. La mer est bouillante, faut tracer.
Voilà, et donc si on va dans cette session, comme vous voyez, j'ai un peu tout rangé proprement. Donc j'ai tout ce qui est batterie ici dans un dossier en rouge et tout ce qui est basse en jaune. Voilà, ça c'est un peu ma façon de faire. Et si vous regardez ici en haut, la première chose que je fais quand j'ouvre ici, c'est toutes les pistes clavier avec les sons différents. La première chose que je fais, c'est j'ouvre l'EQ de Pro Tools, parce que moi, pour nettoyer, en fait, j'aime bien l'EQ de Pro Tools, ça marche très bien. Différentes personnes utilisent différents EQ en général, qui sont des EQ qu'on dit pas de couleur, mais plus vraiment de nettoyage. Le Pro Q3 est un exemple. Lionel, par exemple, si vous avez le cours de l'Académie du Gros Son, lui utilise le Brainworks, le hybride, qui sont des choses qui permettent de faire un nettoyage très précis et éventuellement même d'écouter les fréquences. Mais donc voilà, le principe, c'est que, vous voyez ici, j'ai fait un cut très spécifique à un endroit, et si j'ouvre tous ces EQ que vous voyez ici qui s'appellent EQ7, vous voyez qu'à chaque fois c'est plutôt une EQ soustractive que j'ai fait pour nettoyer le son, pour le rééquilibrer d'un point de vue spectral. Et depuis que je fais ça, j'ai beaucoup plus de facilité à intégrer tous les éléments, parce que comme je l'ai dit juste avant, ça crée de la place plutôt que de rajouter et de booster partout. Le but est juste d'avoir quelque chose qui est équilibré spectralement. Après je vais éventuellement booster, mais là ça va être plus de la couleur, je vais utiliser des EQ différents, plus colorés. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est SSL dans différentes marques. Voilà. Ça c'est le premier gros déclic de cette année que j'ai commencé à partir de février-mars, quand on a sorti le cours, après avoir sorti le cours avec Lionel, et depuis j'ai beaucoup plus de facilité à intégrer tous les éléments et à mixer. Le deuxième truc qui a fort changé dans ma façon de travailler, c'est mon rapport au template et en particulier au reverb et au delay. Je vous explique. Donc, si vous avez déjà vu, j'ai une vidéo, le lien dans la description, sur mon template. C'est-à-dire que j'ai un template qui est prêt et dedans, j'ai déjà fait une présélection de différents effets que j'aime beaucoup, entre autres les reverbs et les délais. J'ai 3 délais calés et 3 reverbs de différentes tailles que j'utilise systématiquement. Forcément, ça m'aide à travailler plus vite, mais il y a des moments où, peut-être par facilité, je savais qu'en mélangeant un peu celle-ci, celle-là, j'obtenais quelque chose qui était plus ou moins comme ce que je voulais, et j'utilisais toujours les mêmes reverbs avec les mêmes réglages. Et en ayant vu la façon de travailler de Lionel, ou en ayant discuté par exemple avec Jules, qui lui n'utilise pas du tout de template, ou même Lionel n'utilise pas non plus de template, leur principe et leur approche était plutôt de se dire, à chaque moment, je vais me dire quel type de reverb j'ai besoin, et est-ce que j'en ai besoin en parallèle vraiment pour tout, ou c'est juste un élément spécifique. Par exemple, mettre une reverb en série sur un élément spécifique, c'est pas quelque chose qu'on fait couramment, mais par exemple, c'est vrai que j'ai vu Lionel faire ça, et parfois ça va plus vite, c'est plus simple à faire de sortir un petit plug directement en série sur la piste. Et donc mon rapport au template et au reverb a changé. Je vais vous illustrer ça pour que ce soit un petit peu plus clair. J'ai pris un autre morceau. Alors cette année, j'ai eu la chance de travailler avec l'immensément talentueux producteur André Six, qui m'a donné la possibilité de mixer un titre qu'il a fait avec la chanteuse Alexandra Jones. Ça sonne comme ceci. I let the tears come and go. I let the pain burn my skin. Et donc, pour vous illustrer ce dont je vous parlais, quand j'utilise mon template, vous voyez ici, j'ai un dossier avec toutes les reverbs dont je vous parlais. Donc, il y a ma reverb small, medium, long, j'ai les différents délais. Ici, ma small, habituellement, c'est pas du tout celle-ci. J'utilise une Valhalla, c'est celle que j'ai de base. Donc ici, je l'ai entièrement modifiée pour avoir une reverb courte, mais qui va correspondre beaucoup plus au morceau, ce qui m'a permis de réfléchir, dire tiens, est-ce que je veux une room, une plate, de quoi j'avoir exactement besoin, car ici c'est un morceau, l'ambiance est différente, on est sur quelque chose qui est plus aérien, plus lent, et du coup j'ai pu adapter ma small, donc c'est toujours l'idée d'avoir une reverb plus petite, mais beaucoup plus adaptée au titre. Pareil sur ma reverb medium, ici à l'inverse c'est une Valhalla Vintage Verb, habituellement ma medium c'est pas du tout ça, c'est une Verb Suite classique justement, un autre preset. Pareil, je l'ai modifié pour l'adapter, donc je garde le concept quand même du template, tout est là sous la main, si les reverbs que j'ai sont cool, super, mais je me force à me dire est-ce que c'est la bonne reverb pour le titre, chose que je ne faisais pas forcément avant. Et c'est une question, je pense, qui est important à se poser. Donc voilà, j'ai modifié celle-là. Et aussi, comme je vous disais, je peux maintenant très bien mettre une petite reverb en insert. J'ai pas d'exemple ici dans ce cas
spécifiquement, mais je ne me limite pas non plus à ces effets. Donc si j'ai besoin d'un délai spécifique, comme ici vous voyez, ici vous avez une piste différente, une piste de délai spécifique. Ici j'ai été mettre un délai parce que j'avais besoin d'un délai différent de ceux que j'avais déjà. J'hésite pas à le mettre en parallèle et ça me permet d'envoyer plusieurs choses dedans et c'est une couleur de délai que j'ai pas du tout dans les délais que j'utilise habituellement. Ici j'ai que des repeater de chez Slate Digital par exemple, avec des réglages un peu différents, mais c'est surtout la longueur du délai qui change. Et ici j'ai mis un délai plus spécifique de chez Waves qui a une couleur complètement différente des autres et qui m'a permis de faire quelque chose plus pensé pour le morceau. Donc c'est cette approche, surtout ce qu'il y a à retenir de ce point, je pense qui est important, c'est le fait d'utiliser un template. C'est bien pour aller vite, mais il faut faire attention au piège du template qui fait qu'on retombe toujours un petit peu dans la même chose et on n'évolue pas parce qu'on utilise toujours un petit peu les mêmes trucs et on ne teste pas de nouvelles choses. Ça, c'était vraiment la chose que j'ai apprise importante cette année avec les différentes rencontres qu'on a fait avec l'Académie du Gros Son. Et j'ai senti de nouveau une évolution. C'est tous des petits détails, hein, mais comme souvent dans le mix, comme je le répète souvent en longueur d'année, c'est tous ces détails qui font des grosses différences. Et pour moi, ça a fait vraiment une différence cette année. Ce choix vraiment spécifique des effets et de ne pas trop me baser sur des choses trop préfaites et des templates. Voilà, ça c'était le deuxième point. Le troisième point qui a fortement évolué, qui a fait fortement évoluer mes mix cette année, c'est que j'ai poussé un peu plus loin la possibilité d'avoir le contrôle sur l'automation. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo sur ce qu'était l'automation cette année, le lien est dans la description, et je vous avais déjà dit fin de l'année passée que je cherchais à optimiser ça. En début d'année, pour finir, j'ai choisi une solution propre à Pro Tools et aller vers une surface de contrôle qui est ici, comme ceci, qui est la Avid S1. J'ai choisi celle-là parce que c'est celle de base qui s'intègre le plus facilement dans Pro Tools. C'est surtout la nuance des curseurs. Moi, je m'en sers quasi exclusivement pour l'automation des volumes. Elle répond vite, elle rappelle très fortement la sensation des curseurs sur une table en analogique, mais c'est quand même franchement cher pour ce que c'est. Moi, vu que je l'utilise que comme fader juste pour les volumes, les autres fonctions sont sympas, mais je vais beaucoup plus vite à la souris. Donc ça, j'ai pas réussi à trouver quelque chose de plus optimum et j'ai pas eu la même sensation de contrôle, de mix un peu analogique avec cette solution-là. Je regarde pour d'autres solutions, mais voilà. Moi, je m'en sers pour ça et pour ça, c'est cher pour ce que c'est. Je pense qu'il y a d'autres contrôleurs comme chez Presonus ou des choses comme ça qui offrent les mêmes genres de possibilités pour pour nettement moins cher. Voilà, ça c'est à voir, mais ce que je voulais vous expliquer ici, c'est que maintenant, ça me permet d'avoir un contrôle. Avant, je faisais ça, si vous allez voir la vidéo, je faisais ça à la souris ou alors avec un fader unique. J'avais un fader porte de chez Presonus, c'est juste un fader. Ce qui est bien pour avoir le contrôle dessus pour des voix, c'est cool, mais du coup, tous les instruments, c'était plus sur la souris. Et maintenant, le fait d'avoir un contrôle sur 8 curseurs en même temps, ça m'a vraiment changé la vie. Et maintenant, je suis en contact direct avec la musique et avec le mouvement. Et paradoxalement, même dans des musiques comme Noades par exemple qu'on a vu avant, ou qui ont l'air d'être figées, ou des choses de métal qui ont l'air d'être des blocs, ça permet de donner de la vie, d'avoir un contrôle complet. Alors comment je procède grâce à la possibilité dans Pro Tools, mais vous avez ça dans plein de DAW, de faire des dossiers. Par dossier, je rassemble tous les éléments importants. Donc souvent, en général, j'ai une piste qui correspond à tout ce qui est batterie ou percussion. J'ai une piste qui est un petit peu tout ce qui est basse, et je mets tout ça dans un dossier unique. Et puis tous les éléments que je peux rassembler par choses que je veux pouvoir contrôler indépendamment. Donc ça va être des guitares ou des claviers. S'il y a beaucoup de choses, évidemment, on va dépasser les 8 curseurs qui sont disponibles. À ce moment-là, ce que moi j'aime bien faire, c'est d'abord de faire toute ma balance, évidemment, complète jusqu'à la fin, avec déjà tout ce qui est compression. On va avoir quelque chose qui est déjà bien tenu, mais qui va nécessiter maintenant le petit contrôle extra, les petits éléments qu'on n'entend pas ou qu'on entend trop fort qui viennent gêner. Tout ce qui peut aider la voix à toujours rester au bon endroit. Je vais pouvoir faire ça maintenant au curseur. Ce que je fais en général, c'est quand j'ai ma basse qui est bonne, où tout est bien balancé, pour commencer le morceau, je mute tout ce qui est voix et j'essaie de faire tout ce qui est instrument. S'il y a vraiment beaucoup d'instruments, je vais faire d'abord tout ce qui est important pour le morceau, pour essayer de rester sur les 8 curseurs, et puis après je ferai les éléments secondaires. Ce que je fais, c'est que je fais play de A à Z, tous les curseurs que je vais, les 8 curseurs sur lesquels je vais pouvoir avoir accès, donc sont mis pour écrire l'automation. Et je vais vraiment ça devient un peu une prestation, comme un musicien, je vais suivre ces éléments-là. Ce qui est super d'avoir
tout sous la main et de plus faire à la souris, c'est que je dois plus regarder l'écran. Et ça change vraiment, pour moi, ça change vraiment la vie. C'est-à-dire que mon regard va ailleurs et tout d'un coup, j'entends vraiment mieux la balance. Alors ça marche comme ça pour moi, j'espère que c'est comme ça que ce truc marchera pour vous, mais je perçois beaucoup mieux les rapports et quand les choses gênent ou manquent. Et du coup, je suis là, je fais ma prestation, j'essaye, si possible, de traverser le morceau. Comme je l'ai déjà mixé, j'ai déjà entendu plein de fois, donc je connais un peu la structure, là où il y a les pièges, je prends des repères un peu en cours de mix, toujours les notes mentales. Et je fais mon premier passage avec tous les instruments, que je suis comme ça. Si je me plante, je reviens en arrière, je reprends, et j'essaye d'avoir en une passe quelque chose qui a l'air complètement naturel à écouter, quelque chose, on sent pas ces petits mouvements. D'ailleurs, pour vous illustrer ça, vous voyez, ici sur le morceau d'Alexandra Jones, vous voyez, il y a quand même pas mal de pistes, pas mal de petits sons différents qui arrivent à des moments bien définis du morceau et les ambiances changent. Et vous voyez tous ces petits points, vous voyez toutes ces lignes, ça c'est mes lignes d'automation. Par exemple ici, il y a une grosse caisse dans le fond, voilà. Toutes ces lignes sont tous des petits mouvements que j'ai faits. Et vous voyez, en fonction des ambiances, j'ai pu suivre. Vous voyez, c'est des petits mouvements, mais ça fait vraiment des grosses différences dans le résultat final. Si vous écoutez le morceau de A à Z, le lien est dans la description, vous n'allez pas sentir des mouvements de volume drastiques. Mais tout va garder sa place en permanence. Et en tant qu'auditeur, moi, mon but, c'est que l'auditeur traverse le morceau en ayant la sensation que tout est naturel et que tout ce qui est à entendre et qui est important au moment où ça doit être d'un point de vue musical, de ce qu'a voulu dire l'artiste, le producteur, et d'un point de vue émotion, les bons éléments soient au bon moment bien dosés. Et en fait, pour un auditeur classique, lui, il n'entend pas tous ces mouvements-là, mais tout est toujours bien balancé pour son oreille et pour ce qui est important. Et le fait d'avoir 8 curseurs sous la main, ça m'a changé la vie que par rapport au fait à le faire à la souris. C'était déjà cool de le faire à la souris, c'était déjà une évolution par rapport à l'époque où je faisais pas trop d'automation parce que ça me cassait les pieds et que c'était un peu de travail. Mais le fait d'avoir 8 curseurs, c'est vraiment cool, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment de faire. Et une fois que j'ai fait toute la partie musique, avec les éléments principaux, les éléments complémentaires, s'il y en a plus que 8, ça dépend un peu des projets. Après, là, je fais les voix. Comme ça, j'ai vraiment le tapis musical. J'ai un peu pris aussi cette habitude, ça c'est un petit extra truc que je vous donne, d'imaginer que quand vous mixez, il faut toujours penser qu'il y a une voix lead qui sera au-dessus, et donc je crée toujours un tapis. J'ai toujours une image fantôme. Alors, c'est un peu dans ma tête, peut-être que je suis un peu fou, ça vous me le direz en commentaire, mais dans ma tête, j'ai toujours un peu cette image mentale de la place que prend la voix, et donc, dans mes automations, je sais que les éléments doivent toujours laisser sa place à la voix. Une fois que j'ai fait ça, je fais effectivement les voix, toutes les voix. S'il n'y a qu'une voix lead, ben c'est que la voix lead, donc j'ai qu'un seul curseur sur ce passage-là, mais je préfère vraiment le faire après parce que c'est souvent l'élément le plus important. Ou je vais suivre en même temps tous les backings, les chœurs, les doublages. En général, avec 8 curseurs, j'arrive déjà à gérer pas mal de choses. S'il y en a vraiment beaucoup, je prémixe des choses, je fais des espèces de chorales, de bacs, c'est préfet. Par catégorie, j'essaie d'avoir juste 8 curseurs maximum à gérer. Et le fait de faire ça me permet d'avoir la lead et de toujours entendre en dessous tout ce qui doit venir en renfort de la lead. Voilà, donc ça a complètement changé cette année. C'est quelque chose que je ne faisais pas l'année précédente. Et ça a vraiment fortement amélioré ces mix. Donc le fait d'utiliser les EQ, mais plutôt soustractif pour rééquilibrer d'un point de vue fréquentiel, d'utiliser des reverbs et des effets, pas trop des choses préfaites dans mon template, mais vraiment les penser en termes de ce qui est intéressant esthétiquement et artistiquement pour le morceau que je suis en train de faire, et de ne pas hésiter à tout changer si nécessaire. Et de pouvoir faire des automations, mais en ayant un contrôle beaucoup plus important de l'ensemble des pistes directement sous les mains et sans regarder ce qui se passe à l'écran, et donc de vraiment suivre la musique. J'espère que ces 3 petits trucs vont résonner chez vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous faisiez déjà et qui marchent pour vous, donc vous mettez tout ça en commentaire. Si certains de ces trucs vous parlent, que vous allez les essayer et que vous trouvez qu'effectivement ça vous aide à avancer, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. C'est des choses, évidemment, il faut un peu prendre l'habitude. C'est pas parce que vous allez maintenant utiliser les EQ soustractifs que du jour au lendemain tout va changer. Il faut prendre l'habitude des fréquences, c'est un entraînement comme pour tout, mais voilà, là ça fait une année que je pratique ça, et sur l'année j'ai vraiment senti, entre le début de cette année et la fin de cette année, mes mix ont encore évolué un petit peu vers quelque chose d'encore plus pro et de plus fini. Donc j'espère que ces trucs-là vont vous aider, que vous allez pouvoir appliquer ça directement après cette vidéo, et continuer comme d'habitude à nous suivre et surtout à faire de la musique.